Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 36. Pourquoi les riches deviennent toujours plus riches ? Vous vous souvenez des gens populaires quand vous étiez au collège et au lycée ? Ceux pour qui tout semblait simple. Ceux qui attiraient à eux des opportunités et qui arrivaient à obtenir en un claquement de doigts des choses qui vous auraient pris des heures et des heures de travail. Et une fois sous les projecteurs, c'est comme si leur parcours naturel était là, continuant leur ascension comme un chemin tranquille et tout tracé. On a tous connu cette impression. Certains avancent sur un tapis rouge pendant que d'autres peinent à sortir de l'ombre. Alors pourquoi ? Pourquoi certains obtiennent des résultats et réussissent, même s'il faudrait définir ce que la réussite veut dire ? Pourquoi certains réussissent avec une facilité qui paraît déconcertante, pendant que d'autres rament et galèrent malgré leur talent, leur travail et leur envie ? Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références des études sur lesquelles je me suis appuyée pour écrire l'épisode dans l'article de blog sur monintrospection.com. Et j'en profite aussi pour vous demander de mettre des étoiles ou des pouces au podcast et de le faire connaître autour de vous. Ces petites actions toutes simples font une énorme différence pour moi. Et ça m'aide à continuer à faire vivre ces épisodes. Allez, je vous propose aujourd'hui d'explorer une piste d'explication possible à ces différences de réussite. Il s'agit de l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, de la Bible au laboratoire de recherche. Alors, d'où vient ce fameux effet Mathieu ? Et pourquoi ce nom qui sonne plus comme le titre d'un épisode biblique que comme un concept de sociaux ? Eh bien, vous avez un début de réponse dans mon titre. Et oui, si vous cherchez l'effet Mathieu, rendez-vous dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 29 pour être précise, je cite « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Traduction : si tu es déjà bien loti, on continue de t'arroser, mais si t'as pas grand-chose, ça va être pire, parce qu'on te retirera même le peu que tu as. C'est le sociologue Robert K. Merton qui a formalisé cette idée pour la première fois en 1968. Sa marotte à lui, c'était le monde scientifique, et surtout le crédit que l'on portait à certains chercheurs. Merton avait remarqué ceci. Les scientifiques déjà célèbres recevaient beaucoup plus de reconnaissance pour leurs travaux, même quand d'autres moins connus avaient produit des résultats tout aussi significatifs. Autrement dit, ceux qui avaient déjà un pied dans le réseau avaient plus de chances d'avoir des opportunités que ceux qui étaient encore d'illustres inconnus malgré leur travail remarquable. C'est-à-dire, la notoriété attire la notoriété, parfois même au détriment de l'objectivité. Imaginez deux chercheurs qui publient une étude similaire. L'un est une star du milieu, l'autre un parfait inconnu. Eh bien, devinez qui recevra les invitations, qui fera les conférences, qui recevra les prix et les crédits ? Si je le dis autrement, les riches chercheurs, ils sont riches de leur popularité, ce sont ceux qui ont déjà la renommée, eh bien les riches chercheurs s'enrichissent en capitaux, ici symboliques, tandis que les pauvres, c'est-à-dire les inconnus, perdent jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Et le mécanisme qui se cache derrière l'effet Mathieu, c'est l'avantage cumulatif. L'avantage initial se transforme en une série d'avantages successifs, chaque succès facilitant le suivant. Alors peut-être que vous avez déjà plein d'exemples en tête d'effet Mathieu. Eh bien, il a rapidement essaimé en dehors de la niche scientifique décrite par Merton pour trouver d'autres applications dans le monde économique, de l'éducation ou encore de la culture, bref, partout où les inégalités peuvent se creuser dès le départ. Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi cet effet boule de neige est si puissant ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pourquoi l'effet Mathieu est si puissant et si injuste ? L'effet Mathieu, c'est pas un truc qui saute aux yeux. C'est même quelque chose d'insidieux. Mais attention, sa mécanique est redoutable.
C'est un levier capable de transformer de petites inégalités de départ en gouffres gigantesques. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va aussi s'appuyer sur nos biais cognitifs. Déjà, celui qu'on appelle l'effet de halo. Un exemple pour vous faire comprendre ce que c'est. Vous êtes en réunion professionnelle, vous rencontrez quelqu'un qui parle bien. Vocabulaire riche, aisance à l'oral, posture assurée. Eh bien, tout de suite, sans même vous en rendre compte, vous lui attribuerez d'autres qualités. Vous allez vous dire cette personne a l'air brillant. Elle semble compétente, elle est fiable, je peux lui faire confiance. » Alors qu'objectivement, vous n'avez aucune preuve de tout ça. Autrement dit, l'effet de halo va influencer votre perception. Une caractéristique positive ou négative va déteindre sur l'ensemble de votre jugement. Et devinez quoi ? Cet effet de halo va nourrir l'effet Mathieu. C'est un déclencheur ou un accélérateur. Une première impression positive, notre fameux effet de halo, et hop, la personne reçoit plus d'attention, plus d'opportunités, et se retrouve dans cette boucle d'accumulation où chaque marche en appelle une autre. Et ça y est, l'effet Mathieu est lancé. Vous voyez comment l'un peut renforcer l'autre ? Quand ces deux effets sont présents, il y a création d'un environnement où le succès et la reconnaissance sont souvent attribués sans rapport avec les compétences réelles. Ceux qui ont déjà réussi continuent de recevoir des opportunités tandis que d'autres, brillants mais silencieux, se retrouvent à lutter pour se faire entendre. L'autre phénomène dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 35, c'est l'effet Pygmalion. C'est le fait que les attentes influencent les performances. Un prof croit en son élève ? Eh bien l'élève aura tendance à se surpasser. Un manager pense qu'un collaborateur est brillant ? Eh bien il le traite différemment, et celui-ci finira peut-être par répondre à cette attente. Et là encore, quand les attentes sont positives dès le départ, la personne va recevoir plus d'attention, plus de moyens, plus de chance. Tac, déclenchement ou accélération de l'effet Mathieu. Bon, mais je dois vous dire comme d'habitude que la réalité est un peu plus complexe que tout ça. L'effet Mathieu est un phénomène solidement documenté et reconnu, mais il n'est pas une loi universelle et immuable. C'est plutôt une tendance générale à moduler par des contextes spécifiques, des politiques publiques et des dynamiques collectives. Finalement, cet effet Mathieu serait moins une causalité que la conséquence inévitable des structures de classe, du capital social et des bénéficiaires involontaires d'un système inégalitaire. Mais il n'est pas non plus une fatalité, puisque son intensité et ses conséquences peuvent varier et être régulées par des politiques sociales notamment. L'effet Mathieu renseigne donc sur des mécanismes de renforcement des inégalités, mais il ne prétend pas à une explication exhaustive de chaque situation. Des écoles aux réseaux sociaux, où agit l'effet Mathieu. Alors concrètement, où est-ce qu'il agit cet effet Mathieu ? Eh bien, un exemple très parlant, c'est dans le système scolaire et plus précisément l'apprentissage de la lecture. Un démarrage précoce et rapide dans la lecture conduit à plus de réussite dans les apprentissages, tandis qu'un retard initial en lecture amplifie les difficultés. Les mauvais lecteurs lisent moins, c'est plus difficile, ils sont moins motivés et perdent en motivation, et par conséquent, l'écart avec les meilleurs se creuse au fil du temps. Voilà comment un petit décalage de départ devient un fossé à l'arrivée. De la même manière, les meilleurs élèves bénéficient de meilleurs professeurs, de classes plus stimulantes, où les attentes sont plus élevées, pendant que les élèves en difficulté évoluent dans des contextes moins exigeants, moins valorisants, où leurs besoins spécifiques ne sont pas toujours pris en compte. Résultat, on donne plus à ceux qui ont déjà, et les autres, ils décrochent. Voilà un effet Mathieu en action. Deuxième exemple d'effet Mathieu, la répartition des richesses. Le fameux ruissellement qu'on nous serine dans les médias. Mais entre nous, c'est un ruissellement qui défie les lois de la gravité, hein. Ça remonte plus souvent que ça ne redescend. Là encore, le principe selon lequel le riche s'enrichit est largement documenté. Les ménages les plus fortunés ont un meilleur accès à l'éducation, aux conseils, aux opportunités, notamment financières. Ils peuvent investir dans des produits plus rentables, bénéficier de taux préférentiels et profiter de niches fiscales avantageuses. La Banque des règlements internationaux note d'ailleurs que les ménages fortunés obtiennent des rendements plus élevés que les autres,
notamment parce que les avancées technologiques et bancaires profitent en premier lieu aux mieux dotés. Alors, on aurait pu espérer que les technologies modernes corrigent un peu ça, mais en réalité c'est l'inverse. Tant que les bénéfices de ces innovations sont captés en priorité par les plus riches, les inégalités se renforcent. Et par rapport à notre millefeuille fiscal, l'effet Mathieu est aussi présent. Parce que pour vraiment optimiser sa fiscalité, encore faut-il connaître la loi ou pouvoir s'offrir un avocat fiscaliste. Et qui peut s'offrir un avocat fiscaliste ? Alors oui, notre système reste redistributif, mais sur le terrain, l'équité de cette redistribution mérite clairement d'être questionnée. Alors attention, je ne dis pas qu'être riche, c'est être une affreuse et mauvaise personne, non. Je constate simplement que le système actuel favorise ceux qui ont déjà des ressources. Et c'est exactement ce que décrit l'effet Mathieu. Allez, un dernier exemple pour la route. La question de la notoriété et les effets de réseau dans l'économie numérique. Regardez les grandes plateformes comme Meta. Plus il y a d'utilisateurs, plus elles en attirent. Plus elles ont de données, et plus elles optimisent leur performance. Et plus elles performent, plus elles consolident leur place dominante. Elles peuvent comme ça imposer leurs standards. Alors les petits, les outsiders même innovants ont du mal à percer un tel marché. Parce que ceux qui sont déjà là captent tout, l'attention, les talents, les budgets. Et dans notre quotidien, cette logique de cumul des avantages explique aussi d'autres phénomènes. Les contenus populaires deviennent encore plus visibles, d'où la viralité, et les likes qui attirent les likes, avec au bout du compte des choix de consommation parfois biaisés. Dans ce genre de système, un tout petit coup de pouce initial peut tout changer. Et parfois, et peut-être souvent, ce n'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui a démarré un petit peu plus tôt, ou avec un petit peu plus de ressources, ou avec un meilleur réseau. Alors forcément, avec tout ça, on finit par se poser une question un peu vertigineuse. Est-ce que le mérite a encore quelque chose à voir dans la réussite ? Et si la réussite n'avait rien à voir avec le mérite ? Ça, c'est la question qui pique. Bah oui, parce que depuis tout petit, on nous dit « travaille bien à l'école, travaille dur et tu vas réussir ». Je prends là le mot « réussir » dans son acception la plus large. Que nous dit-on quand on nous dit ça ? Eh bien que la réussite, c'est une affaire de mérite personnel, de volonté, de travail, de valeur. Mais si on regarde bien, est-ce que c'est toujours vrai ? Et si en réalité la réussite ne dépendait pas seulement de la valeur intrinsèque d'une personne, mais plutôt de la façon dont on distribue de la valeur, c'est-à-dire de qui on met en lumière, qui on soutient, et de qui a accès aux bonnes portes au bon moment. Parce que dans un système traversé par l'effet Mathieu, le mérite n'est pas effacé, non, il est là, mais il est très mal réparti. Prenons un exemple très simple. 2 personnes travaillent aussi dur. L'une a des contacts, un réseau, un bon timing et peut-être même une bonne réputation héritée. L'autre n'a rien de tout ça. Devinez qui va avancer plus vite. Et c'est là que ça devient problématique, parce qu'à force, ceux qui réussissent finissent par penser que leur réussite est uniquement due à leurs efforts ou leur valeur intrinsèque. Et ceux qui galèrent finissent par se dire qu'ils ne valent rien. Or, ils n'ont peut-être jamais eu ce tout petit truc du début, ce tout petit coup de pouce pour rentrer dans la boucle de l'effet Mathieu. Concrètement, au niveau individuel, les conséquences sont profondes. D'abord la démotivation, quand tu fais tout bien et que tu n'as aucun retour, tu finis par te dire à quoi bon, et puis peut-être à tout lâcher. Le sentiment d'injustice aussi. Tu regardes autour de toi et tu te demandes mais pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Est-ce que je suis nulle moi ? Qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ? Et peut-être que la réponse, c'est du capital invisible, ce petit truc qui a enclenché l'effet Mathieu. Et ce sentiment de ramer pour émerger, ça éreinte. Tu pourrais être brillant, mais personne ne le saura, parce que personne n'est là pour valider ton existence professionnelle, artistique, sociale ou intellectuelle. Et cette invisibilité, elle a aussi un coût social important. On passe à côté de talents, de personnes qui auraient pu être utiles pour notre pays, et on s'enfonce dans l'endogamie et l'entre-soi. Et là, j'ai envie de faire un petit détour par les travaux de Monique Pinson-Charlot.
sociologue spécialisée dans l'étude des classes supérieures, les riches et les ultra-riches. Elle dit quelque chose de très fort, que quand on comprend que la richesse et les privilèges des plus favorisés sont dus non pas à leur mérite, mais à des avantages hérités, arbitraires, souvent liés à leur naissance, alors c'est toute leur propagande méritocratique qui s'effondre. Et quand on pense vraiment à ce que je viens de dire, c'est puissant, parce que cette idée du « je mérite ce que j'ai » est le cœur de la légitimité sociale des ultra-riches. La remettre en cause, c'est finalement déconstruire tout un récit de domination feutrée. Alors attention, là encore, apportons un peu de nuance. Par exemple, toutes les filles d'eux et les fils d'eux ayant hérité ou ayant pu bénéficier d'un coup de pouce de leurs parents ne sont pas sans talent ou sans mérite. Non, bien sûr, je ne dis pas que tout est truqué ni que personne ne mérite rien. Je dis juste que le mérite tout seul ne suffit probablement pas, qu'il a besoin d'un terrain fertile pour pouvoir pousser, et que tout le monde ne démarre pas sur le même terrain. Peut-être, et j'espère même que ce que je vous dis dans cet épisode va vous amener à regarder autrement les success stories et à questionner les parcours dits exemplaires. Parce qu'au fond, combien d'autres personnes auraient pu percer si elles avaient eu la même bonne terre au bon moment ? Comment résister à l'effet Mathieu et rééquilibrer les chances ? Bon, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on baisse les bras ? Est-ce qu'on reste à dire « Oh, c'est trop injuste ?» Ou est-ce qu'on essaie, à notre échelle, de faire un peu bouger les lignes ? Déjà, le fait de connaître l'existence de cet effet va vous faire changer de perspective sur ce que vous vous racontez. Non, ceux qui réussissent ne sont pas toujours les meilleurs. Et non, ceux qui sont invisibles n'ont pas rien à dire. Les conséquences individuelles de ça, c'est aussi d'arrêter d'intérioriser sa propre invisibilité ou absence de réussite, si je le dis comme ça, comme une preuve de manque de valeur. Si on élargit un peu notre regard, nous avons aussi du pouvoir sur notre façon de consommer et d'être au monde. Porter le regard ailleurs sur les plus petits, les outsiders, lire des auteurs peu connus, recommander un profil brillant mais sous-exposé, écouter une voix qui ne rentre pas dans les cases habituelles, encourager quelqu'un qui doute, eh bien tout ça, c'est peut-être des petites choses, mais ça ne vous coûte pas grand-chose et ça peut avoir des effets bénéfiques sur vous, sur l'autre et sur la société. Et bien sûr, à un niveau plus large, il s'agirait de revoir notre système politique et certaines de nos institutions, diversifier les critères de reconnaissance, créer des espaces d'apprentissage qui valorisent le progrès versus l'excellence, redistribuer de manière éthique et équitable, et non par démagogie. Et vous pensez à d'autres actions ? En tout cas, il est certain que notre champ d'action est limité. Mais notre responsabilité individuelle compte, et nous avons le choix de ne pas rester de simples spectateurs, ne serait-ce qu'en nous informant et en nous éduquant. Si déjà vous arrivez parfois à vous dire « je vois et je comprends ce qui se joue, donc je vais agir autrement », eh bien c'est énorme. Bien sûr, ça ne suffira pas à changer le monde, mais cela contribuera à construire des petites briques d'équité pour le reconstruire demain. Et si vous deveniez le tremplin de quelqu'un d'autre ? Parce qu'au fond, c'est peut-être ça le plus grand antidote à l'effet Mathieu. Devenir soi-même un point d'appui. Parfois, un petit geste suffit. Un mot d'encouragement à la bonne personne, au bon moment. Un partage de contenu, une mise en lumière, une oreille vraiment attentive. Juste un geste qui dit « tu as de la valeur et je le vois ». Ce sont ces gestes-là qui brisent les chaînes de l'invisibilité, qui stoppent les spirales d'injustice silencieuses et qui recréent un peu d'équité. Peut-être que vous aussi aujourd'hui vous êtes dans une position où vous pouvez offrir une chance, un tremplin, un regard neuf. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un vous dira « Tu sais, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que toi tu m'as vu. » C'est-à-dire tu as vu en moi ce qu'à ce moment-là, moi-même je ne voyais peut-être pas. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.